Il est 9h10, Louis Dauphren, je vais vous laisser et je vais retrouver les auditeurs non pas lundi matin, mais lundi 2 septembre. Ah bah oui, c'est vrai que vous prenez des vacances. Et oui, je pars. Vous avez de la chance. Bah oui, je pars me marier. C'est bien mérité. Un peu de temps. Merci beaucoup Louis pour toute cette année. On vous souhaite tout le bonheur possible et imaginable. Merci. Et Louis, j'ai quand même une question pour finir avant de partir en vacances. Oui. Est-ce que vous avez fait du scoutisme? Mais bien sûr, j'étais au Scout de France, figurez-vous, à Saint-Augustin. Moi, j'étais scout unitaire de France, donc autant vous dire que dans le débat que vous vous préparez à avoir, j'ai un petit biais et je vais écouter ça avec beaucoup d'attention. Moi aussi, j'ai un biais, mais bon... On va les ranger, on va les mettre dans la poche, et puis on va sortir le drapeau des scouts, qui est un drapeau d'unité aussi. C'est bien sûr ce qui nous unit ce matin. C'est la question éducative. On va voir quels sont les projets développés par l'un et l'autre de ces mouvements que je vais vous présenter dans un instant. Et Pierre Hugues, on vous souhaite évidemment un mariage tout à fait réussi par beau temps également. Ah bah oui, mais ça on décide pas. Ça, on décide pas. C'est la seul providence. Le bon Dieu décide, mais on a déjà mis des œufs au Clarisse. Merci Pierre Hugues. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Et donc, comme chaque année, des dizaines de milliers de jeunes partent en camp scout pour vivre des activités de ressourcement et de camaraderie dans un cadre structurant que l'Église catholique encourage, même si le scoutisme, à l'origine, n'a pas la dimension religieuse qu'on lui prête le plus souvent. En France, 3 grands mouvements se partagent ce chantier de la jeunesse. Les scouts et guides de France, les scouts d'Europe et les scouts unitaires de France. Chacun a sa sensibilité, c'est de cela que nous allons parler. Des interrogations ont pu émerger après la récente nomination controversée de Marine Rosset à la tête des Scouts et Guides de France. Ses prises de position publiques ainsi que le mandat politique qu'elle exerce ont pu jeter un certain trouble, y compris dans le clergé dont la mission est d'accompagner et de cautionner la dimension éducative. L'idée n'est pas ce matin de commenter cette nomination, mais de vous informer sur le caractère propre de chaque sensibilité, de la manière dont ces mouvements entendent influencer la jeunesse, aussi sur le lien de communion qui les rend compatibles avec les exigences de la foi et de l'Église. Si cette réalité les unit, en quoi se distinguent-ils les uns des autres? Nous avons fait le choix de recevoir des acteurs de terrain animés passionnément par leur mission, le scoutisme. Et ces acteurs, je vais vous les présenter. Clarisse Ginet a 24 ans, elle est normalienne, directrice de camp et chef d'unité pionnier Caravelle, 14-17 ans, engagée depuis 16 ans à Marly-le-Roi dans les Yvelines, au groupe Charles de Foucauld pour être précis, chef TEN depuis 4 ans. Bonjour Clarisse. Bonjour. Également avec nous, Gabien d'Ambrières, 24 ans, étudiant en comptabilité, contrôle et audit, engagé depuis 17 ans, accompagnateur pédagogique de troupes Scouts d'Europe dans les Yvelines et chef de clan, responsable des revues du mouvement pour les 12-17 ans. Bonjour Gabin. Bonjour à tous. Et notre troisième scout est Théotime de la Rivière, 22 ans. Il fait des études d'ingénieur à Lille, à HEI pour être précis. Il est engagé depuis 12 ans et il est membre de l'équipe nationale route des scouts unitaires de France. Ancien chef de clan, c'est une unité de routiers, garçon de 17 à 25 ans. Bonjour Théotime. Bonjour Louis, bonjour à tous. Alors première question, je commence par Clarisse. Comment définissez-vous votre mouvement quand vous devez en parler, Clarisse ? Merci. Je mets l'accent tout d'abord sur les valeurs les plus importantes chez les Scouts et Guides de France, les dimensions d'inclusion qui sont aussi d'ouverture, une dimension de pouvoir faire grandir les jeunes en autonomie, développer de la personnalité, pouvoir éduquer des garçons et des filles, la dimension aussi écologique qui est très importante, toute une dimension de responsabilité, comment habiter autrement la planète avec des valeurs de solidarité et d'entraide qui sont extrêmement importantes. Et donc vraiment de construction de la personnalité des jeunes, pouvoir être autonome et grandir en responsabilité avec un accompagnement bienveillant et aussi de la part des chefs et de toute la structure qui accompagne. Inclusion, écologie, bienveillance, ça résume assez bien ? Oui, engagement et aussi dépassement. Engagement et dépassement. Gabin, pardon. Alors pour notre part, on veut éduquer des jeunes femmes et des jeunes hommes à la liberté, en fait, et surtout vouloir éveiller la vocation à la sainteté de tout le monde. Alors c'est pas nous qui faisons des saints, c'est sûr que c'est le bon Dieu, mais en fait on veut leur faire rencontrer Dieu, rencontrer les autres, apprendre en fait à se responsabiliser, affirmer leur caractère, qui ils sont, et les ancrer en fait dans le réel et avec un sens du concret qui est important et qui leur permet justement de grandir dans ce cadre-là. Alors, qu'est-ce que je prends comme mot dans ce que vous m'avez dit ? Liberté, rencontrer Dieu, sainteté, ça vous va ? Oui, très bien. J'imagine aussi que c'est compatible avec les autres, mais on va voir, vous allez apporter sans doute des précisions. Théotime. Donc Théotime pour les SUF, chaque fois je vais repréciser pour les personnes qui nous écoutent. D'abord Clarisse, Scout et Guide de France, Scout d'Europe, c'était Gabin à l'instant, et Théotime pour les SUF.
Oui, effectivement, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je définirais les SUF comme une association d'éducation, qui est une association catholique. Donc, de la même manière que Gabin, je dirais que c'est une association qui a pour vocation à faire rencontrer Jésus aux jeunes et à les amener vers la sainteté. Et on y cultive aussi les notions d'engagement, comme l'a dit Clarisse. Et donc, voilà, en substance. Alors, qu'est-ce que je prends? Il y a sainteté qui est en commun. Il y a sainteté qui est en commun, il y a engagement qui est en commun. Engagement. Le fait est qu'on partage quand même beaucoup de choses, et c'est pour ça qu'on porte tous un foulard. Donc voilà, je pense on se rejoint sur ces points-là. Dans quelle mesure avez-vous choisi le mouvement dans lequel vous êtes aujourd'hui? Est-ce que ce sont les parents qui vous y ont poussé et vous y êtes resté? Est-ce que ce sont des amis? Comment s'est faite l'affiliation? Clarisse? Moi, c'était une amie où j'étais en primaire. Ma famille n'était pas vraiment scout, mais je la voyais qui rentrait de week-end, hyper rayonnante, qui chantait des chants religieux et pas religieux autour de la forêt. Il restait presque un bout de chamallow au bord des lèvres. Je me dis, ok, il y a quelque chose d'exceptionnel qui sont en train de vivre ce week-end. J'ai envie de rejoindre l'aventure. Et j'ai commencé un week-end de groupe qui était extrêmement festif, joyeux. Il y a eu aussi des temps d'engagement des chefs autour du feu. Et je me suis dit, il y a quelque chose d'engagement solennel, spirituel extrêmement fort. Et j'avais juste envie de continuer, quoi. Et ça a marché tout de suite? Et ça a marché tout de suite, vraiment tout de suite. Le premier départ en camp, petite, est toujours un peu impressionnant. Mais au fur et à mesure, voilà. Et je pense que j'ai choisi le mouvement un peu sans trop prendre conscience de tout ça, mais je l'ai vraiment rechoisi au fur et à mesure et en grandissant et en découvrant toute la pédagogie, notamment quand je suis devenue cheftaine. Et voilà, par tout le parcours de formation où je me suis dit, ah oui, je choisis ce mouvement parce qu'il a vraiment des valeurs qui sont extrêmement belles et dont la plupart sont communes avec les autres mouvements parce qu'ancrées dans la méthode scout. À aucun moment vous vous êtes dit, tiens, mais il y a d'autres mouvements qui existent, je vais aller voir ce qui se fait ailleurs, ou... par exemple? J'ai hésité notamment, j'ai eu un passage à Londres où j'ai hésité à regarder aussi les scouts d'Europe. Mais finalement, ça ne s'est pas fait. Mais j'ai beaucoup d'amis qui sont dans les autres mouvements et donc on échange énormément. Gabin, de votre côté, vous êtes passé des scouts de France aux scouts d'Europe? Exactement. J'ai commencé au scout de France comme louveteau. Alors, vous êtes un transfuge alors pour Clarisse? Un transfuge, je sais pas, parce que je pense que voilà, aussi, chaque mouvement a ses spécificités. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai vraiment après. Mais quel âge aviez-vous à ce moment-là? Alors j'ai été fait une année louveteau, donc ça correspond globalement de la tranche 8 à 11 ans chez les scouts de France, 8 à 12 chez les SUF et les scouts d'Europe. Alors moi j'ai commencé une année plus tôt, donc j'ai fait 4 années aux scouts de France, de mes 7 à 11 ans. Et après j'ai vraiment eu un appel, en fait, je pense que le projet éducatif des guides des scouts d'Europe. En fait, je voyais qu'il y avait cette force de la patrouille, en fait, qui est l'unité de base chez les 12-17 ans, où en fait, il y a vraiment cette éducation du chef de patrouille. Enfin, c'est un terme dont je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire chef. Le chef, il est avant tout en fait un serviteur. Il est au service des autres. Et je trouvais qu'il y avait cette responsabilisation qui était forte par ce qu'on appelle un poste d'action. En fait, chacun va pouvoir, au sein de la patrouille, par un rôle qui lui est confié, en fait, se mettre au service des autres et continuer à progresser. Et cette dimension, je la trouvais vraiment forte et intéressante. Et il y avait cette identité de patrouille dans le sens où en fait on se construisait en fait ensemble un groupe qui à l'échelle de chacun, enfin c'est un groupe de 7-8 personnes qui avait une dimension stable et qui permettait vraiment de s'épanouir. Et ça m'a vraiment porté avec cette dimension d'aventure qui ont fait que je suis passé au Scout d'Europe. Théotime pour les SUF. Alors moi, c'est mes parents qui m'ont inscrit quand j'avais 8 ans. Mes parents, ils avaient été scouts. Et donc, ils m'ont inscrit au SUF parce que c'était le groupe qui était implanté dans la paroisse où j'étais. Et les SUF, une structure qui est largement implantée dans les paroisses. Et en fait, j'aime bien l'idée de Clarisse quand elle dit qu'elle a rechoisi le mouvement chaque année. Je pense que de mon côté, j'ai fait la même chose. Et chaque été, en revenant de camp, j'ai rechoisi le mouvement auquel j'appartenais parce que je sentais bien que j'y recevais quelque chose de très fort. Et le symbole de ça, c'était la joie avec laquelle je revenais de camp et d'activités. Donc moi aussi, je dirais que j'ai rechoisi finalement les scouts unitaires de France par expérience. Alors comment diriez-vous, peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui se demandent ce qui distingue les mouvements scouts, même si chacun a une identité qui est assez bien installée et qui maintenant dure quand même depuis un certain temps, donc c'est clair dans l'esprit de beaucoup de gens, ça l'est peut-être moins dans l'esprit d'autres personnes, d'autant que beaucoup de
personnes inscrivent leurs enfants dans les mouvements qui sont souvent près de chez eux, tout simplement, Tout à fait. ne se posant pas la question de savoir s'il y a une identité vraiment particulière à laquelle ils doivent impérativement se rattacher. Donc, qu'est-ce que vous diriez pour expliquer votre différence par rapport entre vous, tout simplement? Ouais. Allez, Théotime. Alors d'abord, les Scouts unitaires de France sont un mouvement de scoutisme qui est issu des Scouts de France. Il y a eu une scission en 1971, notamment autour de la question du système de la patrouille. Et alors, la patrouille, Gabin en parlait à l'instant. C'est donc une patrouille, c'est un groupe de garçons de 12 à 17 ans ou une équipe pour les filles. Les scouts de France ont voulu une réforme pour restreindre la tranche d'âge de leurs unités et donc les scouts unitaires de France se sont formés à ce moment-là pour maintenir le système de la patrouille en défendant l'idée de l'éducation du jeune par le jeune. Et donc c'est ce qui fait l'essence d'une patrouille, c'est que c'est donc le chef de patrouille, l'éclaireur ou la guide de 17 ans qui se voit confier la responsabilité du plus petit ou de la plus petite. Et donc ça c'est très distinctif, ça. Une différence très fondamentale entre les mouvements des scouts unitaires de France et des scouts de France. Et comment ça se passe alors aux Scouts de France par rapport à ça? Donc nous, on a différentes tranches d'âge. On a les louveteaux-Jeannettes qui sont de 12... On a tout d'abord les farfadets qui sont de 6 à 8 ans. Ensuite, les louveteaux-Jeannettes de 11 à 14. Et les pionniers... Ensuite, on a les scouts et guides et les pionniers caravelles. Les pionniers caravelles, donc c'est de 14 à 17 ans. C'est les jeunes que j'ai. Et donc, on a 2 tranches d'âge. On a les scouts et guides et les pionniers caravelles au lieu d'une même tranche d'âge. Et nous, la volonté qui a présidé pour cette réforme-là, c'est de pouvoir faire une éducation la plus adaptée possible aux besoins des jeunes, en disant que les besoins des jeunes de 12 ans ne sont pas les mêmes que ceux de 17 ans. Et donc pouvoir vraiment avoir une pédagogie vraiment plus ciblée, avec un imaginaire particulier pour chaque tranche d'âge. Nous, par exemple, au Pionnier Caravelle, il y a vraiment une dimension, donc le CAP, c'est un projet qui est porté au cours de l'année. Et nous, on a des projets beaucoup plus démocratiques, participatifs, et qui ne sont pas forcément tout à fait adaptés à ce que pourraient faire des jeunes de 12 ans. Nous, par exemple, on a fait un projet, donc le COFRAD, un projet à l'Assemblée nationale. On a donc participé c'était dans le contexte de la loi dite Fessé, et c'était pour se positionner sur la violence éducative de la part des parents sur les enfants. Et donc voilà, c'est un projet qu'on n'aurait pas pu mettre en place si on avait été plus petit. C'était aussi vraiment la dimension de besoin des jeunes. Voilà, c'est une manière de cibler davantage selon telle ou telle tranche d'âge, alors que vous estimez qu'il y a une responsabilité, vous, des aînés par rapport à des personnes plus jeunes. Comment ça se passe au Scouts d'Europe par rapport aux différences entre les mouvements? Alors, pour le coup, nous ne sommes pas nés d'une scission. Il y a eu en fait une vraie volonté qui a présidé en 56 à Cologne par plusieurs jeunes qui se sont retrouvés de construire une Europe de la paix. En fait, c'est donc on a comme cette dimension européenne qui est assez forte qu'on essaie de développer avec cette année une trentaine d'Eurocamps. En fait, les Eurocamps, c'est des unités entre différents pays de l'UIGSE, donc l'Union internationale des guides et scouts d'Europe, qui vont pouvoir camper ensemble, découvrir en fait comment se vit le scoutisme de part et d'autre en Europe. Donc il y avait cette première volonté de bâtir une Europe de la paix. Il y avait ensuite cette volonté, c'était plusieurs confessions chrétiennes, donc il y avait quand même cette dimension aussi chrétienne qui était assez forte, et tout cela à la lumière de la méthode scout, en étant fidèle à ce que la Baden-Powell et le Père Sevin nous ont légué. Donc on a quand même cette dimension-là. Et aussi mais les autres le sont aussi fidèles. Les autres le sont. Après, il y a eu des adaptations de fait par en étant, quand je dis fidèle à la Baden-Powell, c'est dans le sens où la patrouille justement reste en fait cette unité de base, et le choix qui a été fait différent chez les scouts et guides de France. Et après, pour notre part aussi, on a aussi cette dimension assez forte d'une éducation qu'on veut différencier entre les filles et les garçons. On pense qu'il y a des besoins, il y a une construction différente de la fille et du garçon sur ces différentes tranches d'âge. Et on est aussi assez attaché à ça, en prenant en compte. Qu'est-ce que ça veut dire éducation besoins. Différenciée? Alors, il y a deux différences. Il y a l'éducation qui peut être non mixte et différenciée. Alors non mixte, c'est le fait de séparer au sein des activités les filles et les garçons, ce qui est le cas chez nous et chez les SUF, il me semble. Et après, différencier, c'est de dire que on va en fait vraiment s'adapter aux besoins des filles et des filles d'une part et des garçons d'une part. Et en fait, on a construit toute une pédagogie autour de ça pour qu'on puisse vraiment, à la lumière de cette méthode scout, pouvoir éveiller en chacun
ce qui fera de futurs saints et de futures femmes et hommes debout dans la cité au service du bien commun. Gabin, donnez-nous un exemple d'activité différenciée. D'activité différenciée, par exemple, si on prend au sein des camps, on sait que on va par exemple lorsqu'on va construire un grand jeu, qui va être par exemple une activité qui va pouvoir durer 2 ou 3 jours au sein de l'unité. Les garçons seront peut-être un peu plus portés par certaines activités sur de la topographie. Il y a un sens d'une découverte de la région, de l'eau, de s'approprier aussi peut-être ce qu'ils vont pouvoir vivre en rencontrant les personnes dans différents territoires. Là où par exemple chez les jeunes filles, on sait qu'il y aura par exemple un sens de l'expression et du beau qui sera peut-être un peu plus poussé que chez nos garçons. Ça veut pas dire qu'on va pas essayer de cultiver le beau chez nos garçons, mais voilà, on sait aussi. Donc de la topo pour les garçons, et les filles, qu'est-ce qu'elles font pendant ce temps? Les filles peuvent aussi faire de la topographie, bien sûr. Il y a de ça aussi, mais on sait que justement au sein de tout cela, il y aura les besoins seront différents. Il y a une maturité qui, je pense, est un peu plus est plus vite développée chez les filles que chez les garçons. Donc on s'adapte à ça aussi, et on essaye aussi de pouvoir développer tout ça. Et qu'en pensez-vous, Clarisse Ginet, Scout et Guide de France? Oui, alors nous, justement, un des grands aspects qui nous différencie, c'est la mixité. Donc tous nos groupes Scout et Guide de France ne sont pas forcément mixtes. Moi, j'ai grandi dans un groupe où, en tant que Jeannette, puis en tant que guide, c'était non mixte. Mais ensuite, on a eu des réformes. Il y a vraiment une volonté aussi au niveau de notre mouvement de favoriser la mixité pour pouvoir vraiment favoriser cette idée de vivre ensemble et de construire une relation homme-femme autour de projets. Et justement, parfois, on est dans une société où donc, les stéréotypes de genre sont encore extrêmement aussi importants. Et je pense que réussir à construire une relation aussi homme-femme qui n'est pas forcément fondée sur ces stéréotypes-là qui sont très enracinés aussi à l'école, on peut vraiment essayer de monter ces projets en commun et donc réinventer aussi et reconstruire cette relation homme-femme autour de valeurs communes. Exemple de projet? Là, par exemple, on fait toute une partie d'itinérance. On fait les chemins de Saint-Jacques cet été. Sur les itinéraires que font les filles ou font les garçons. Enfin, on marche tous ensemble. Et là, il n'y a pas forcément de différence. Ensuite, c'est pas pour autant, parce qu'on est tous ensemble, qu'on n'a pas besoin de temps non mixte. On a des activités qui sont de débat autour d'un jeu, notamment qui s'appelle le non-mégenre. C'est des questions sociétales ou justement liées plus au genre. Comment ça s'appelle? J'ai pas entendu. Le non-mégenre. Et donc c'est écrit comment? Non, mais genre comme mégenré. Mais ah oui. Genre. M-A-I-S. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Et donc là, c'est des questions, par exemple, les garçons sont plus adaptés pour des activités sportives et les filles pour des activités contemplatives. Et donc là, on va avoir un peu un débat mouvant autour de ça avec les jeunes pour discuter là-dessus, pour savoir s'ils sont d'accord ou pas. Clarisse Ginet, Gabin d'Ambrières et Théotime de la Rivière. On va se quitter quelques instants pour les infos et on se retrouve juste après autour de questions qui animent donc vos différentes sensibilités dans le scoutisme. A tout de suite, après 9h30. Je pense, donc j'agis, Melchior Gormand. Chaque matin, dans Je pense donc j'agis, je vous invite à la réflexion et à l'action. 1 heure pour réfléchir, creuser une question et prendre du recul sur l'actualité, puis 1 heure pour agir avec des témoignages d'acteurs de terrain et les auditeurs. Je pense donc j'agis du lundi au vendredi de 10h à midi sur RCF et Radio Notre-Dame. Ils sont artistes, scientifiques, écrivains. Chaque semaine, au micro de Thierry Lyonnais, des hommes et des femmes de conviction nous parlent de leur métier et de leur passion. Ils ont des parcours inspirants, une ouverture à l'autre qui donne envie de s'engager et de s'émerveiller. Visage, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame, tous les dimanches à 11h et 20h. Écoutez. Ce bruit familier, c'est Bernard, 55 ans, qui a vécu 10 ans dans la rue et qui entre dans son nouveau logement. La Fondation Notre-Dame a permis à Bernard et à tant d'autres personnes d'avoir un toit et de pouvoir rentrer chez eux chaque soir. Cela n'est possible que grâce à vous. Rendez-vous sur fondationnotre-dame.fr. Votre don est déductible à 66% de votre impôt sur le revenu et à 75% de votre impôt sur la fortune immobilière. On compte sur vous. Merci beaucoup. Radio Notre-Dame, restez avec nous.
mis un point sur l'info. Cécile Mérieux, bonjour. Bonjour. Le Congrès américain vote la grande loi budgétaire de Donald Trump, une première victoire législative majeure de son second mandat. Cette loi prévoit la prolongation des colossaux crédits d'impôt ainsi que des milliards de dollars supplémentaires pour la défense et la lutte contre l'immigration, au risque d'aggraver de plus de 3 000 milliards la dette nationale. Mais en politique extérieure, Donald Trump et ses rares concèdes échouaient à résoudre la question de la guerre en Ukraine. Après un appel téléphonique à son homologue russe hier, le président américain a reconnu n'avoir fait aucun progrès. Vladimir Poutine est resté campé sur ses positions. La Russie ne renoncera pas à ses objectifs en Ukraine, mais reste ouverte à la poursuite des négociations avec Kiev. Dans la bande de Gaza, le Premier ministre israélien maintient la pression de l'armée israélienne. Benyamin Netanyahou a renouvelé sa promesse de ramener tous les otages sans exception encore retenus dans le territoire palestinien. À Gaza, dévasté, la défense civile a rapporté la mort de plus de 70 personnes dans les opérations militaires israéliennes, rien qu'hier. Quel prochain budget pour la France ? Les discussions ont déjà commencé entre le ministre de l'économie et les groupes parlementaires. Le Premier ministre présentera les grandes orientations de son prochain budget d'ici mi-juillet. François Bayrou ne veut pas augmenter les impôts. Il compte principalement faire des économies sur la dépense publique afin de ramener le déficit de la France à 4,6% du PIB en 2026. Au chevet des éleveurs, Emmanuel Macron a plaidé pour empêcher l'implantation du loup là où il y a des pâturages. Ceci quitte à autoriser qu'un plus grand nombre de canidés soit abattu. Une décision saluée par le premier syndicat agricole, mais décriée par les défenseurs de la biodiversité. Le retour de la fraîcheur est un soulagement, mais 14 départements du sud-est sont en vigilance orange canicule. Dans la journée, les très fortes chaleurs vont se restreindre aux régions méditerranéennes, à la moyenne vallée du Rhône et au bassin grenoblois, où les maximales atteindront encore 32 à 37 degrés, voire ponctuellement 38-39 dans l'intérieur de la Provence. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. 3 mouvements scouts sont représentés ce matin, les scouts et guides de France, scouts d'Europe et scouts unitaires de France. On parlait à l'instant des activités différenciées. C'est un point qui a surgi dans le propos de Gabin d'Ambrière qui représente les scouts d'Europe. Clarisse Ginet a répondu aussi sur ce point. Elle représente les scouts et guides de France. Théotime de la Rivière n'a pas eu le temps de répondre juste avant 9h30 sur ce point particulier de ce qui vous caractérise. Alors effectivement, aux scouts unitaires de France, on a également une pédagogie différenciée. Entre les filles et les garçons, parce qu'on considère de la même manière que les scouts d'Europe, c'est ce que disait Gabin tout à l'heure. Donc les besoins des jeunes ne sont pas les mêmes. Et donc pour répondre de la meilleure des manières aux besoins des jeunes, on construit également des activités dans des unités qui sont des unités de filles d'une part et des unités de garçons d'autre part. Par exemple pour les jeunes dont la patrouille ou l'équipe, donc c'est des jeunes qui ont entre 12 et 17 ans, quand ils n'ont pas de chef ou de cheftaine pour les encadrer, parce que malheureusement il manque des chefs, donc on fait un peu avec la réalité du terrain. On peut encore passer un appel ici, si jamais vous entendez que... Oui, tout à fait, si vous voulez vous cherchez les volontaires, n'hésitez pas. Mais donc pour les jeunes qui se retrouvent sans chef, les équipes nationales des branches des garçons organisent des camps pour tous les rassembler et donc pour leur faire vivre le scoutisme de cette manière, donc avec des jeunes qui ne se connaissent pas et des chefs qu'ils ne connaissent pas. Et alors que les équipes nationales des branches des filles vont préférer encourager les jumelages, donc elles vont encourager ces équipes qui n'ont pas de cheftaine à rejoindre une compagnie qui en a pour que ces jeunes filles puissent vivre une activité de scoutisme. Et ce point met l'accent sur une différence pédagogique entre la façon dont on fait vivre le scoutisme aux jeunes filles et aux jeunes garçons. Il y a une demande, allez-y Gabin. Je vais rebondir sur un terme que vous utilisez, vous disiez activités différenciées. Alors les activités ne sont pas différenciées, c'est l'éducation qui est différenciée. L'éducation. Si par exemple on prend ce qui peut se faire, par exemple, ça se traduit par des activités quand même, Gabin. Oui, mais par exemple, si vous prenez un pèlerinage des pères et des mères de famille, les deux vont marcher, vont cheminer, vont pèleriner. Mais il y a aussi ce besoin de, par exemple, marcher d'un côté pour les pères de famille et de l'autre côté pour les mères de famille, parce qu'il n'y aura pas forcément la même chose qu'on va en tirer, mais l'activité est la même. Et en fait, c'est dans cet esprit-là qu'on s'inscrit, et parce qu'il y a aussi un besoin
on estime pour nos garçons et pour nos filles d'autre part, de se retrouver entre eux et de faire grandir ça. Et je préciserai aussi que dans notre projet pédagogique, on a vraiment nous aussi cette idée d'éduquer des garçons et des filles sur un respect mutuel, une promotion mutuelle, mais on a aussi cette différence qui est quand même mentionnée. Et aussi, j'avais oublié de préciser, mais les équipes de nuit, en tout cas les équipes ne sont pas mixtes. On a des temps de service ensemble, mais on a vraiment aussi des temps différenciés. Oui, et Gabin a raison de le dire, les activités en fait sont les mêmes. Vous disiez tout à l'heure, ou je sais plus si c'est Clarisse qui le disait, est-ce qu'il y aurait des activités sportives pour les garçons, contemplatives pour les filles? Non, évidemment. Évidemment qu'on a des activités, on veut développer le caractère, on veut développer le sens des autres, et donc on propose ces activités-là aux garçons et aux filles parce qu'ils en ont besoin chacun. Quand vous êtes inspecté, est-ce que ces questions-là reviennent? Est-ce que vous êtes questionné sur ce terrain-là? Alors, de la part du ministère de la Jeunesse et des Sports, Gabin. Alors, pour les Scouts d'Europe. Je vais parler pour nous. En fait, on a deux types d'inspections. Chez les Scouts d'Europe, on a des inspections qu'on va faire entre guillemets en interne, si je puis dire. Ils sont en fait, ils auront une portée pédagogique. Et après, au niveau de ce qui est du ministère de la Jeunesse et des Sports, alors ils vont peut-être moins maîtriser aussi ces projets pédagogiques. Mais ça, je suppose que c'est comme en 3 mouvements, parce que je pense qu'on les a tous bien travaillé. Mais on doit quand même présenter et leur donner des gages en fait qu'il y a une cohérence dans les projets pédagogiques qu'on porte. Et donc on doit quand même leur présenter en fait qu'est-ce qu'on veut faire grandir chez les jeunes dans nos camps. Et à partir de ça, voilà, on a tout. De toute façon, nous sommes des mouvements les 3 mouvements, il semble, sont agréés à Jeunesse et Sport. Donc c'est que dans l'ensemble, les projets pédagogiques que l'on porte font sens pour en tout cas éduquer la jeunesse française et européenne. Donc ce ne sont pas que des questions hygiène, sécurité, on vous pose des questions de contenu quand même. Oui, il y a aussi des questions de contenu. Du type justement, en fait, de présenter le projet, ça va nous demander quel est le but de votre camp, qu'est-ce que vous voulez faire grandir. Et c'est pour ça qu'en fait, on a des dossiers de camp que l'on construit. Et en fait, on leur présente ce dossier de camp pour leur dire, regardez, voilà, par telle activité que nous allons faire, on essaie de faire grandir ça chez nos jeunes. On va essayer de développer ce sens du service parce qu'on va rendre à un moment tel service. Et voilà, c'est ce qu'on leur présente. Et pour ce qui est des Scouts de France, Scouts et Guides de France, Clarisse, sur le caractère des inspections, par exemple, sur ce terrain-là, vous devez aussi vous justifier? C'est plutôt le respect du cadre légal. Moi, je n'ai jamais été inspectée. C'est pas si fréquent que ça, finalement. Mais en tant que... Vous avez dirigé 3 camps déjà? J'ai déjà dirigé 3 camps. J'en ai un dans 4 jours. On verra si l'inspection arrive. Mais en tout cas, quand on vérifie donc, les fonctions d'animateur du scoutisme aux fonctions de animateurs, il faut qu'il y ait la mise en place d'un projet pédagogique. Les chefs, ils sont garants de ce projet pédagogique et le directeur ou la directrice de camp veille à ce qu'il soit bien mis en place. Donc, c'est pas forcément dans le contenu. On va pas vérifier qu'il y a bien une cohésion d'unité, comme ce qu'on a prévu. Mais par contre, il faut vraiment qu'il y ait un projet qui ait été pensé pour les jeunes et qui soit valorisant, sécurisant pour eux et attentif à leurs besoins. Et ce projet doit avoir été écrit, vous devez pouvoir vous référer à quelque chose. On a un dossier de camp dans lequel qui détaille en fait vraiment tout ce projet pédagogique qui a été validé en amont avec nos différents responsables et Jeunesse et Sport valide aussi notre dossier de camp. Donc qui est accessible aux parents? Qui est accessible aux parents. Alors il n'est pas accessible directement, mais il est présenté en amont du camp. On a vraiment tout un temps d'instruction et de formation pour les parents pour leur expliquer qu'est-ce qu'on va apprendre à leurs enfants. Et Théotime, pour vous? Oui, de la même manière. Unitaire de France. Oui, de la même manière pour les scouts unitaires de France. Alors, l'association est également agréée par le ministère. Donc, tous les aspects pédagogiques dont on parle sont présentés au ministère et chaque évolution est notifiée. Et en l'occurrence, en ce qui concerne les visites, les inspections en camp, alors moi j'ai eu l'immense chance d'en avoir une quand j'encadrais des éclaireurs, donc des jeunes de 12 à 17 ans. Une chance, c'est ironique? Non, c'est pas du tout ironique parce que ça, en fait, ça relève, disons que ça notifie un niveau d'exigence. Et ce niveau d'exigence, on se doit de l'assumer. On le doit aux parents qui nous confient leurs enfants. Et donc oui, je crois que c'est une chance d'avoir des organes gouvernementaux qui sont là pour veiller à ce que les activités qu'on fait vivre aux jeunes
elles fassent grandir dans un cadre qui est sécurisant. Est-ce qu'il y a une dimension un peu aussi, peut-être, je ne sais pas, des tracasseries ou alors des normes qui sont un petit peu compliquées pour le mouvement scout? Je pense à la possibilité de faire des feux. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de faire un feu, non? Effectivement, aujourd'hui, c'est très difficile de faire un feu parce que la situation est extrêmement tendue. Dès le mois de juin, il y avait déjà des incendies cette année. Donc, en fait, la norme, c'est la réalité du terrain, c'est l'exigence du réel. Et donc elle est là pour défendre le territoire national. Donc en fait, nous, c'est même pas une question. Enfin, on s'y plie. Donc il y a des camps où on n'allume pas un feu. Oui, il y a des camps où on n'allume pas de feu. Tout à fait. C'est pareil chez vous? Oui, c'est ça, respect des arrêtés préfectoraux. On est obligé. Mais est-ce que je vous coupe? Non, je peux. Non, mais pas du c'est tout, libre. mais- Ok. Non, c'est quelque chose qui était assez intéressant en faisant donc dans mon parcours de formation de BAFA. J'ai une première partie qui n'était pas avec les scouts parce qu'il n'y avait pas plus de disponibilité et c'était assez intéressant de discuter avec d'autres des futurs animateurs de colo sur la manière de voir la pédagogie. Et je m'étais dit, on est aussi sur des différences. Par exemple, c'était est-ce qu'on avait des débats, est-ce qu'on peut laisser un couteau pointu à un jeune de 7 ans pour pouvoir couper des tomates? Ils étaient tous, ah non, surtout pas, faut pas prendre de risques, pour les feux non plus, il faut pas qu'ils puissent allumer un feu. Et là, je me suis dit, on est sur peut-être une différence qui nous rassemble peut-être par rapport au colo, c'est aussi autonomiser, responsabiliser les jeunes, leur apprendre dès qu'ils sont petits à pouvoir c'est ça, allumer un feu, prendre les précautions nécessaires. Et donc cette responsabilité, je pense que c'est aussi quelque chose aussi qui nous distingue d'une colo de vacances. Jusqu'où êtes-vous capable de prendre des risques ou de faire prendre des risques? Citez-moi une situation où vous avez fait prendre un risque. Clarisse, Gabin et Théotime. Alors, les hantises de risque aujourd'hui. Alors la question du risque, elle est très pertinente parce que elle trouve son sens dans la responsabilité dont parle Clarisse. Au Scout Unitaire de France, on a à cœur de construire un lien de confiance entre chaque jeune et en fait entre chaque échelon, si je puis dire, de l'association. Donc on donne l'association donne sa confiance aux chefs qu'elle a formés et aux cheftaines qu'elle a formés pour encadrer des camps. Les chefs et les cheftaines donnent leur confiance aux jeunes, alors donc aux jeunes qui sont donc les plus âgés en particulier, qui reçoivent davantage de responsabilités. Et ces jeunes-là donnent encore leur confiance. C'est ce qu'on appelle la subsidiarité et c'est très représentatif de notre pédagogie. Et donc en fait c'est ce lien de confiance là de proche en proche qui permet de faire prendre un risque, comme confier un couteau à un enfant pour qu'il apprenne à couper des tomates, parce que on considère que c'est une manière de l'éduquer par la responsabilité notamment qui reçoit de son responsable. Est-ce que le risque peut se trouver dans certaines activités en soi qui requièrent peut-être certaines compétences ou qui engendrent une certaine appréhension? Je sais pas, je pense, je sais pas, de l'escalade, des sorties nautiques. Est-ce que vous êtes confronté à ce type de risque, Gabin? Alors oui, on a la chance en fait d'avoir, et c'est pareil pour le feu dont vous parliez, enfin sur ce sujet-là. On a vraiment aussi cette volonté, chez Guide des Scouts d'Europe et je suppose partout. En fait, on a créé ce qu'on appelle des équipes techniques nationales, des personnes qui ont des compétences précises, qui en fait vont justement permettre de donner des activités qui seront vraiment une vraie aventure, qui procureront une vraie joie, mais en fait dans un cadre qui soit sécurisé et en fait et qui soit vraiment adapté. Donc on a des équipes techniques nationales nautisme ou montagne qui en fait vont valider ce qu'on appelle un passe montagne ou un passe nautique, en fait dans lequel le chef, la cheftaine ou le chef va déployer sa feuille de route de son activité et ça sera validé par ces personnes-là pour être sûr qu'en fait l'activité puisse avoir lieu sans justement en fait prendre une trop grande part de risque. Et je rejoins en fait ce que disait Théotime, c'est que au-delà de parler de risque, alors ça dépend ce qu'on va mettre derrière, mais je pense que c'est assez représentatif l'exemple dont vous parliez pour le BAFA. En fait, c'est vrai que pour le monde aujourd'hui, dire par exemple, on va laisser une bande de filles ou de garçons, une patrouille de 12 à 17 ans, conduit par une cheftaine ou un chef de 17 ans, de dire vous allez partir dans la nature et vous allez vivre une activité. En fait, c'est d'être ça le risque pour le monde, mais en fait c'est un risque qu'on veut prendre et parce qu'on sait que là-dedans il y aura une vraie joie et c'est comme ça qu'on pourra faire grandir les filles et les garçons qui nous sont confiés. Oui, au sujet du risque quand même,
le rôle de l'association, c'est quand même de veiller à ce niveau de risque, et c'est ce qui conduit parfois les scouts unitaires de France à empêcher certaines activités d'avoir lieu parce que l'association considère que le niveau de risque ne correspond pas aux capacités des jeunes, aux capacités de l'encadrement. Donc il y a des choses qui sont systématiquement, interdites par nature, ça vous le savez avant? Alors il y a des choses qui sont, il y a des compétences qui sont externalisées. Donc par exemple au Scout unitaire de France, on ne forme pas par exemple les encadrants à encadrer des activités d'escalade ou de spéléologie par exemple. Donc ça, si l'unité veut faire ce genre d'activité, elle devra requérir un encadrement supplémentaire et agréé pour ces activités. Mais elle le peut, en tout cas. Elle le peut. Mais et les parents savent avant le camp que les enfants peuvent être amenés à faire ce type d'activité. Tout à fait. Donc ça, c'est un point, une précision importante. Ce sont des mouvements d'église. Hein. Ils vivent en communion avec l'église. Je voulais vous poser la question de savoir quel était le degré d'implication de l'institution ecclésiale dans vos activités, dans la pédagogie. Dans quelle mesure l'église participe au dynamisme que vous représentez? Clarisse Ginet, pour les Scouts et Guides de France. On a un aumônier qui est présent, qui vient pour visiter les camps. On participe tout à fait au culte, les moments de messe, de louange. La foi, elle est aussi, je pense que c'est vraiment une spiritualité en acte qui est ancrée dans le quotidien. On termine tous les soirs pendant le camp avec une prière scout. Il y a des temps de bénédicité, des temps spirituels qui ont été vraiment pensés avec les chefs, avec tout un imaginaire pour pouvoir faire grandir les jeunes, avec une dimension, je pense, assez ouverte et ancrée vraiment dans le réel. Aussi quelque chose qui est assez riche chez les Scouts et Guides de France, je pense que c'est aussi le dialogue interreligieux. Dans la ligne de ce que voulait le pape François, est-ce que aussi porté par notre nouveau pape. On a des temps de rencontres aussi avec les autres religions qui sont prévus par certains mouvements. Donc ça veut dire pendant un camp, on peut être amené tout à fait. Alors, à faire des rencontres. C'est dans les projets pédagogiques. Moi, l'année dernière, j'ai été dans une communauté de l'Arche qui suit les principes de Lanza del Vasto, et il y avait des temps de prière pour les différentes religions le soir. Mais par contre, qui reste vraiment très ancré aussi dans une foi chrétienne. Donc c'est aussi un temps un mouvement réflexif aussi d'interrogation sur sa propre foi, qui est extrêmement porteur. Mais on a vraiment cette dimension spirituelle, et là on a un grand rassemblement cet été, donc le rassemblement Clameur, qui rassemble 20 000 jeunes à Jambeville, et c'est dans la lignée de l'encyclique Laudato Si du pape François, et donc cette foi aussi ancrée dans l'attention aux plus démunis, être attentif aux clameurs de la terre sur l'urgence écologique et sociale. Et ces activités, je vous pose la question à tous les trois, sont paraffées paraffées, c'est peut-être un petit peu formel, mais est-ce qu'elles sont validées par l'institution? C'est-à-dire, avant, est-ce que vous présentez un projet, voilà ce qu'on va faire d'un point de vue spirituel, voilà ce qu'on propose à nos jeunes d'un point de vue spirituel, est-ce qu'il y a un aumônier, un référent qui dit, bah oui, là c'est bien, c'est parfait, là je prends, là je ne prends pas, par exemple? Est-ce que ça peut arriver? Est-ce qu'il y a ce côté vérification? Oui, on a un Cléophas, donc c'est le référent spirituel de notre groupe, et on a vraiment un temps d'échange avec lui ou elle pour échanger sur notre projet spirituel, tout à fait. Mais un représentant de l'institution direct, il y en a un? Non, on a notre aumônier. L'aumônier, c'est l'aumônier qui est avec chargé de faire ce travail. Tout à fait. Et pour vous, Théotime pour les SUF et Gabin pour les Scouts d'Europe? Alors, donc au Scout unitaire de France, il y a les Scouts unitaires de France tiennent à avoir un ancrage dans les paroisses. Et donc les scouts font partie de l'église locale. On est membre de l'église, et donc on vit sa foi localement dans sa paroisse. L'aumônier du groupe scout au Scout unitaire de France, il est souvent curé de la paroisse ou un prêtre nommé par lui, et donc on s'ancre dans la vie des paroisses. Pour partir en camp, on a déjà parlé beaucoup des dossiers de camp dans cette émission, et effectivement ils sont un point essentiel pour construire une activité scout, puisque vous parliez de vérification, c'est le dossier de camp, c'est le lieu de l'échange entre l'association et l'unité en local.
Et effectivement, il y a une relecture qui est faite de ce qui est proposé aux jeunes. Et donc, nous, on encourage les encadrants à préparer ce projet spirituel et la vie de prière qu'ils ont choisi de faire vivre aux jeunes. On les encourage à construire ceci avec leur aumônier de groupe, puisque c'est un appui assez fondamental. Et ensuite, ce dossier de camp, il est relu et validé par l'association. Et chez vous, Gabin, pour les Scouts d'Europe? Alors pour les guides des Scouts d'Europe, nous sommes membres, alors j'ai oublié le nom exact, mais du dicaster pour l'association des laïcs et de fidèles. Donc on est pleinement reconnu par le Vatican et la Conférence des évêques de France. Et en fait, nous on se positionne en 3 points. On se veut être, on se veut dans le cadre de notre mouvement être fidèle au dépôt de la foi et professer la foi. On veut aussi proposer une vie sacramentelle durant les camps et durant les différentes activités. Et on reconnaît aussi le gouvernement de l'Église. Alors on a une petite différence avec les Scouts unitaires de France, c'est que les prêtres qui nous accompagnent ne sont pas des aumôniers, mais ils sont des conseillers religieux. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie dans le ministère de leur paroisse de devoir accompagner un groupe scout. C'est le chef d'unité qui choisit le conseiller religieux qui est un prêtre avec qui il va pouvoir justement avancer, prendre conseil auprès de lui. Mais après on l'associe aussi à la vie des unités. Il y a ce qu'on s'appelle la cour d'honneur, qui est en fait une instance qui va pouvoir diriger l'unité. On va l'associer pleinement à ces décisions-là et on va prendre conseil auprès de lui. Et comment est-ce que nous on se positionne aussi au sein de l'Église, et comment est-ce qu'en tout cas on voit la chose lorsque le chef d'unité est investi. Donc c'est une cérémonie dans laquelle il s'engage à prendre, on dit qu'il reçoit charge d'âme, il s'engage à respecter ses devoirs de baptiser. Donc en fait on veut s'inscrire dans cette démarche-là de l'Église et d'être fidèle à nos devoirs de baptiser et au dépôt de la foi, et et faire découvrir le Christ à tous nos jeunes. Mouvement d'église, on le disait à l'instant, et aussi mouvement d'adolescents. Je vous pose une question un peu directe, il nous reste quelques minutes, mais comment accueillez-vous le discours de l'Église sur la sexualité, qui est un discours exigeant? Comment ça se passe au sein de vos 3 sensibilités? Clarisse Ginet pour les Scouts et Guides de France, Gabin d'Ambrières pour les Scouts d'Europe et Théotime de la Rivière pour les Scouts unitaires de France. Qui veut commencer? Moi, je peux commencer. Théotime. Ouais, SUF, toujours. Alors, en introduction, Gabin parlait d'éducation à la liberté. Pour son association, je crois que c'est le point central de la question que vous nous proposez. Enfin, du moins, c'est la façon dont on voit les choses aux Scouts unitaires de France. Effectivement, on a pour vocation d'aider les jeunes à devenir des hommes et des femmes libres, responsables, engagés, et des chrétiens qui soient rayonnants. Donc la question de la sexualité, on choisit de la prendre tout entière dans toutes les dimensions, je dirais, de la construction de l'enfant qui devient adulte. Et donc on la considère pleinement, et notre but, c'est d'éduquer à la liberté. Donc on reçoit... Qu'est-ce que ça veut dire, éduquer à la liberté? Éduquer à la liberté, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Effectivement, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, notamment dans le sujet dont on parle. Je crois que éduquer à la liberté, ça signifie surtout, éclairer son jugement sur ce qu'on nous présente. Aux Scouts unitaires de France, on croit qu'il est important ça fait partie des 5 sens du scoutisme, c'est le sens du caractère. Donc voilà, apprendre à savoir qui on est et ce qu'on veut profondément, et apprendre à choisir la route qu'on veut, la route qui nous rendra heureux. Moi, je parle de route parce que je suis particulièrement engagé auprès des routiers, et donc en fait, on veut éduquer les jeunes à cette sensibilité-là, et à choisir le chemin de la vérité, malgré chemin de la vérité par rapport à ce qu'ils sont et contradictions. Oui, chemin de la vérité par rapport à ce qu'ils sont, ou par rapport à ce que dit l'Église.
Eh bien, en fait... Je vous cuisine un peu, là. Ben, bien sûr, mais vous avez bien raison. Et en fait, il me semble que ça recoupe. Nous, on reçoit l'enseignement de l'Église, parce qu'on est en communion avec l'Église. Donc, on reçoit cet enseignement et on le transmet aux jeunes parce qu'on veut faire Église. Et maintenant, on pense que c'est un enseignement qui conduit à la liberté. Alors, la question, je ne l'ai pas précisé, mais normalement, c'est pas forcément le boulot des scouts de parler de sexualité, puisque ce sont les parents qui sont responsables de cette question-là. Mais je posais la question parce que ça peut se présenter et vous devez pouvoir, on l'imagine bien, apporter une réponse parmi toutes les réponses que vous devez apporter au sein d'un camp, et j'imagine qu'il y en a énormément. Clarisse, sur ce point. Tout à fait, nous, c'est une question qu'on se pose et qui n'est pas du tout mise sous le tapis. On pense que les jeunes, à cet âge-là, ils se posent énormément de questions dans leur processus pour grandir sur leur corps, leur sexualité. Et on pense que c'est important de pouvoir en discuter, notamment dans des moments non mixtes et dans des moments mixtes. Donc on a des temps qui sont prévus et on a plein d'outils. Dans notre cadre de notre formation, on a des temps justement pour appréhender ces moments d'éducation à la sexualité aussi. Alors c'est pas directement comme ça, mais des questions un peu plus générales. Donc on a cet outil qui s'appelle le non-mégenre. Donc c'est des petites cartes avec des sujets de débat, ou en tout cas pour permettre aux jeunes de s'exprimer, exprimer leurs interrogations. Ils peuvent aussi mettre des mots en disant voilà, des choses sur lesquelles ils ne sont pas à l'aise, des questions plus ou moins débattues. Et en fait l'idée c'est vraiment de pouvoir parler assez librement, de pouvoir exprimer la position de l'Église aussi, mais aussi d'avoir ce détachement pour permettre l'esprit critique, le retour des jeunes sur qu'est-ce qui leur semble important. En fait, qu'ils puissent aussi connaître cette position, mais grandir et se positionner aussi en fonction de la réflexion et de la participation des autres jeunes sur certains sujets. Et voilà, je pense que là, on a vraiment un rôle d'écoute et aussi de pouvoir orienter pour pouvoir, en tout cas... exprimer nos opinions sur ces sujets-là. Gabin, c'est vous qui allez conclure là-dessus. Très bien. Alors, comme ce que vous disiez déjà, nous, on pense que c'est d'abord le rôle des parents. Donc, en fait, on n'a pas forcément vocation, on n'a pas vocation à se substituer aux parents, mais en fait, on est dans un moment de coéducation. C'est-à-dire que on va dans le même sens que les parents, et pour ça, on a un projet pédagogique que les parents signent quand ils inscrivent leurs enfants au Disco d'Europe. C'est dans cette démarche qu'on veut s'inscrire. En fait, sur la question de la sexualité. Alors en fait, on n'est pas forcément une association, c'est pas notre vocation comme association de. Il n'y a pas d'outil particulier. Il n'y a pas d'outil particulier, mais par contre, en fait, c'est la méthode scout a toutes les armes pour en fait apprendre justement cette éducation à la liberté dont parlait Théotime sur des sujets d'affectivité et de sexualité. Donc, aller vivre dans les bois en fait en plein hiver et par -2, et ben en fait c'est un des 5 buts sous-titres, c'est d'éduquer à la santé et comme à et au développement du caractère. Et ben en fait même quand il fait -2 dans les bois. En fait, on se doit d'être propre, donc on se doit de se laver, et en fait, aller devoir en fait se laver à l'eau, donc c'est nécessaire de faire chauffer son eau. Il y a quand même un dépassement, en fait, quelque chose dans lequel on va devoir s'ancrer dans le réel, et en fait, on apprend à dompter ses sens, à dompter ses passions, et en fait, c'est cette éducation-là qui en fait permettra de faire découvrir à chacun ce sens être responsable. Du vrai. Être responsable de soi-même et des autres. Je vous remercie beaucoup, j'aurais aimé prolonger cette discussion. Malheureusement, on doit se quitter. Je vous représente brièvement. Gabin d'Ambrières représente les Scouts d'Europe. C'est vous qui avez parlé à l'instant même, vous avez 24 ans. Et les Scouts et Guides de France étaient représentés par Clarisse Ginet et les Scouts unitaires de France par Théotime de la Rivière. Je vous remercie à tous les trois. Je vous souhaite bien sûr de très bons camps d'été. Bon